Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle salle et bienvenue également à ce panel 6 qui va voir se succéder tour à tour 4 intervenants. J'ai autour de moi 2 collègues historiens camerounais, mais nous aurons également en visioconférence 2 autres collègues. Alors, sans plus tarder, puisque nous accusons déjà un retard sur le programme, je m'en vais introduire le premier intervenant, le professeur Ousmanou Adama, qui nous vient de l'université de Maroua et qui va nous faire en 15 minutes, il me dit 10 minutes, donc il sera plus concis, qui va nous faire donc une présentation qui porte sur Islamic State and States Disruption in the Chad Basin, Historical Perspectives. Donc, chers collègues, vous avez 10 minutes. Merci de nous concéder 5 minutes. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole ce matin pour faire juste une petite présentation. Et l'objectif, c'est pas de recevoir une publication, mais de susciter les débats. Le travail porte sur Islamic State and State Disruption in the Chad Basin. L'essentiel de ce travail est dans la logique de l'État que nous le concevons aujourd'hui et la généalogie qu'il a apportée depuis la période du prophète jusqu'à Boko Haram aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Quels sont les différents concepts qui entrent en jeu et comment les comprendre? Je vais commencer par la notion de califat. Califat, ça veut dire étymologiquement successeur. Le calife est-il donc le successeur du prophète en tant que chef d'État? Ici, je parle de l'État de Médine. Ou alors calife est le successeur du prophète en tant que vice-président. Dans la logique de la compréhension de la situation de l'État dans le bassin du lac Tchad, la notion de l'État en islam est déterminante. Je vais prendre la période médiévale avec Mawardi, Al-Mawardi, qui selon lui disait que on ne peut devenir calife, successeur du prophète, en tant que chef d'État, que par 2 façons. Soit par l'élection, soit par désignation testamentaire. Selon Ibn Taymiyyah, on ne peut devenir calife ou successeur que par la voie d'un consensus du peuple sur un territoire donné qui supporte la souveraineté d'une personne donnée. Donc, si on a ces 3 dimensions, on a la première divergence entre ce qui est l'État et ce qui n'est pas l'État. À la mort du prophète, les califes bien aimés, bien guidés, les 4, avaient posé le débat. Si le prophète a créé l'État de Médine, c'est-à-dire à sa mort, la succession devrait être, nous avons affaire à une société patriarcale, la succession devrait se faire à l'intérieur de sa famille parce qu'il n'avait pas laissé un garçon. Donc c'était Ali qui devrait hériter de l'État de Médine. C'est Abou Bakr qui a hérité. Ils ont dit non, le prophète n'a pas créé une religion, il a créé un État. On a refusé. On a dit non, il a créé une religion et non un État. S'il a créé une religion, c'est que c'est le meilleur d'entre nous en termes de piosité qui doit succéder au prophète. Auquel cas, Abou Bakr a succédé en termes de la relation avec la religion, avec la connaissance qui a primé. Quand nous transposons ces différentes conceptions de l'approche à l'État et de l'approche de la prise en charge d'une souveraineté sur un territoire donné, nous avons l'histoire du bassin du lac Tchad avec la question du djihad de Danfodio. Pour voir la nostalgie de l'État islamique de Boko Haram, est-elle nostalgique de Danfodio ou alors est-elle nostalgique de la période du prophète? Donc, si on prend le djihad de Danfodio, c'était un djihad révolutionnaire, réformateur. Il n'était pas dirigé contre des musulmans. Il était dirigé contre des musulmans dont les pratiques de la religion étaient perçues comme étant syncrétiques. La réforme devait donc purifier la dimension syncrétique de leurs pratiques religieuses. Ça, c'était une dimension. Deuxième dimension, c'est que les chefs qui étaient à la tête des États, qui avaient à leur sein des musulmans, avaient des pratiques contraires à la religion musulmane. Par exemple, les musulmans dans l'état de Gobir n'étaient pas admis à porter le turban ou la femme le voile.
La logique de la réforme du djihad de Danfodio, c'est d'éliminer ces différents chefs qui empêchent aux musulmans de vivre pleinement leur religion. Donc, on nous a dit au départ que le djihad, c'est un moyen de propagation de l'islam. Non. Le moyen de propagation de l'islam, c'est la dawa, l'appel à la religion par la bonne manière, l'appel à la religion par le bon comportement. Le djihad en islam, il n'est pas défensif. Je veux dire, il n'est pas offensif, il est défensif. Auquel cas, Danfodio, en faisant le djihad, était dans la logique de la réforme et dans la logique de la défense de la communauté. Et l'usage de la violence, le recours à la violence dans cet état-là, n'était pas aveugle, n'était pas sans discrimination et n'était pas, comment je peux dire, susceptible de générer une nouvelle conflit. Une fois que l'État est établi et que l'autorité musulmane est établie sur un territoire donné, il n'y a pas besoin de faire la guerre au reste. Modibo Adama a pris sur lui l'étendard du djihad chez Danfodio pour établir l'état de la Damawa qui englobait un certain nombre de territoires du nord Cameroun jusqu'à Bagno. Auquel cas, de Maïdougouri jusqu'à Bagno, on a des peuples qui n'ont pas embrassé l'islam sous la période Adama et postérieure à Adama. Pourquoi? Parce que la dimension rétablissement de l'autorité était déjà l'objectif et il était atteint. Si la logique de l'État islamique actuel, le style de Boko Haram qu'on a, c'est-à-dire le renversement de l'autorité établie de l'État, ici on n'a pas affaire à une entité territoriale traditionnelle, on a affaire qu'il faut renverser. Cet État central moderne n'est pas dans la logique du prophète ni dans la logique de Danfodio, c'est-à-dire des communautés vivant sous territoire avec une sérénité qui menace la vie et la pratique de la religion des musulmans et que le renversement de cet état-là devient donc une obligation pour les musulmans. Tel n'est pas le cas. Une brèche qui permet dans l'établissement de l'État islamique sous le djihad de Boko Haram, c'est que l'État dans ses droits, dans ses prérogatives principielles, fondamentales, a failli. La prise en charge des populations en termes d'emploi, en termes d'addiction d'eau, d'électricité, de possibilité de parvenir à une promotion sociale ne sont plus assurées. Et ça, ce n'est pas valable que pour les musulmans au nord Nigeria. Même les non-musulmans au nord Nigeria font face à ces différentes difficultés conjoncturelles. Dans la logique de Boko Haram, il n'y a pas eu un soulèvement local, c'est-à-dire soulèvement contre l'État nigérian sans impacter, sans une relation avec l'extérieur. Je vais prendre le cas de l'extérieur, l'État islamique au Levant, par exemple, ISIS. Donc, ils sont dans la lignée auquel ils ont, comment on appelle ça, voué allégeance. Dans la logique de l'État nigérian, dans la logique de Boko Haram, détruire toute représentation de l'État en termes d'armement, en termes de banques représentant ceux qui soutiennent l'État nigérian, c'est-à-dire les Occidentaux, détruire la logique civilisationnelle, c'est-à-dire l'éducation, toutes les formes de représentation d'une force extérieure à l'islam et qui vit sur le territoire nigérian et qu'on considère comme complice de la souffrance du peuple, il est légitime de leur faire la guerre. Or, que dit l'islam en termes de la guerre, en termes du djihad? Le djihad, du moment où les musulmans ne sont pas attaqués dans la logique de leur persécuter, de les détruire et d'entraîner dans la subvention de la progression de la religion, ce djihad-là n'est pas valable. Sous le prophète également, il n'y a pas de djihad offensif. On ne lance pas une guerre d'expédition territoriale ou d'annexion territoriale sur des peuples qui n'ont pas menacé la religion, qui n'ont pas menacé des religions, des religieux. Dans la logique de l'État actuel, ni la forme de l'État, ni le fondement de l'État ne sont valables. N'empêche, en s'installant à Goza, Boko Haram a pu détruire un certain nombre d'États, des entités territoriales au nord Nigeria. Et au nord Cameroun, ça n'a pas été possible parce que l'État a eu les moyens de défendre l'intégrité territoriale. Toujours est-il que la logique du prophète qui a fondé l'État de Médine, c'est-à-dire en quittant de la Mecque pour Médine, a entraîné dans la notion de Boko Haram la nostalgie de cet État-là de Médine, c'est-à-dire la migration d'un espace vers un autre à partir duquel on va s'entraîner, on va se former, on va
prendre des dispositions pour aller plus loin et propager la religion. C'est ce qu'on appelle le hijra, la migration. D'où la centralisation de Boko Haram à Zambissa. Tous les musulmans, les moudjahidines qui sont dans la logique de la création de l'État islamique, susceptibles de rétablir les musulmans dans leurs droits, doivent rejoindre la lutte, doivent rejoindre cet espace-là en mémoire de la migration du prophète et en mémoire de l'établissement de l'État de Médine. Dans cette logique-là, dans la logique du salafisme en général, nous sommes dans l'adaptation, c'est-à-dire les moyens de vivre l'islam comme au temps du prophète. Le retour à l'ancien temps. Est-ce que c'est possible? La mise à jour de l'islam ou alors la mise à jour du temps par rapport à l'islam? Dans les deux cas, ce n'est pas possible. Et dans les deux cas, il y a un problème de conception de l'idéologie de l'État sous le prophète, de conception de l'idéologie de l'État sous Danfodio et de l'idéologie de la nostalgie de l'État. À l'heure actuelle, prendre des mesures, des armes, s'auto-proclamer auteur d'une violence quelconque au nom de la religion pour le fondement d'un État, pour le fondement d'une entité sociopolitique n'est pas acceptable et n'est pas faisable. Si on considère l'État de Médine sur un territoire donné, l'État de Sokoto sur l'espace nord-nigérian avec les autres émirs qui ont donné leur allégeance à Sokoto, on peut le comprendre. Sokoto n'avait pas pour limite territoriale le Nord Cameroun. La nostalgie de la dimension territoriale de Boko Haram avec l'extension au Nord Cameroun, une partie du Tchad, une partie du Niger, n'est pas dans la reproduction de la nostalgie de l'État sous Danfodio. Auquel cas, aussi bien au niveau idéologique qu'au niveau de l'application territoriale de la dimension d'État, ça ne tient pas. N'empêche, l'intrusion de la violence Boko Haram a entraîné la destruction, peut-être pas des frontières, parce que le Cameroun, par exemple, a réussi à conserver l'intégrité de son territoire, mais a entraîné l'impossibilité de la gestion de l'État. Et le super populaire, dans ce cas-là, peut se justifier dans le cadre de l'État de Boko Haram, puisque Boko Haram, en peu de temps, a réussi à apporter les services que l'État, dans la logique de l'État failli, n'apportait pas aux populations. Et ça, ce fut pour un début, au départ, une forme de soutien populaire qui leur donnait l'idée d'avoir réussi à faire le style califal et la reproduction de l'État islamique dans la région. Je vous en prie, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Ousmane. Nous remercions Ousmane de nous permettre, parce qu'il nous a permis de gagner 3 minutes. Frédéric Mador n'est apparemment pas prêt. Alors nous prenons immédiatement mon collègue à droite, professeur Alassa Fouapon, qui va nous entretenir sur crise politique, contrôle des ressources et fabrication de l'islam violent en Afrique entre 1990 et 2020. Chers collègues, vous avez 15 minutes. D'accord, merci pour la parole donnée. Je peut-être C'est bon? Ok. Je voudrais tout d'abord m'acquitter de ce devoir de remercier l'organisation de ce colloque qui a bien voulu nous associer à cette rencontre scientifique de haut niveau. C'est un plaisir de rencontrer plusieurs personnalités scientifiques que nous avons eu l'habitude de lire tout au long de nos travaux. Donc, c'est un plaisir de nous asseoir aujourd'hui dans la même salle pour échanger sur des questions aussi bien pertinentes que complexes sur la question de l'extrémisme violent. Donc, ma présentation, justement, porte sur crise politique, contrôle des ressources, fabrication de l'islam violent en Afrique à partir de 1990 à 2020. Bon. Donc, en ce qui concerne le plan de présentation, nous allons parler de la contextualisation, quelques questionnements et méthodes, discussions théoriques et conceptuelles. Et nous allons nous focaliser à partir du cadre sur la dialectique historique entre islam,
violence et instabilité socio-politique et quelques données empiriques du terrain sur l'islam, violence et contrôle de ressources. Alors, au niveau de la contextualisation, nous disons en Afrique, on note effectivement ces décennies une prolifération des groupes armés, tantôt appelés groupes terroristes, tantôt groupes djihadistes. Ça, c'est le CAHET qui effectivement revient sur ces concepts-là, groupe entre le concept de terroristes ou djihadistes. Et de façon générale, l'écosystème des groupes armés reste marqué par trois éléments contextuels dans le continent africain, notamment un espace politique caractérisé par les pouvoirs autoritaires et un déficit démocratique. Un environnement socio-économique marqué par la corruption et l'extrême pauvreté, un climat social avec l'inversion du contrat social et sentiment de frustration et de marginalisation. Alors, de ce phénomène, la naissance du phénomène du business conflict model avec des groupes armés qui deviennent très attractifs, y compris pour les acteurs politiques que pour des communautés en quête de protection ou de survie. La prolifération de ces groupes armés se réclamant de l'islam, justement, a alimenté ces dernières années un certain nombre de débats. S'agit-il des mouvements djihadistes en quête d'une réislamisation violente des sociétés africaines, ou alors s'agit-il plutôt des mouvements à caractère politico-militaire nés des déficits de gouvernance et des marginalisations socio-politiques de certaines communautés en quête de visibilité politique et de contrôle de ressources? Donc cette communication, justement, vise à analyser les moteurs de l'extrémisme violent en intégrant d'autres facteurs en dehors du religieux, et à travers les activités de ce groupe dit islamiste, parce que islamiste, effectivement, doit renvoyer à la pratique et au respect des prescriptions de l'islam dans le comportement de ce groupe. Est-ce que la façon dont ce groupe se comporte sur le terrain peut effectivement être qualifié de groupe islamiste? Alors, maintenant, au niveau de discussion en ce qui concerne les théories utilisées tout au long de cette communication, tout à l'heure, quelqu'un me disait qu'est-ce qu'on entend par fabrication, et je ne suis pas le premier à utiliser ce concept. Et Valé Mahdoudi Madani a effectivement parlé dans cet article intitulé « L'islam politique est né d'Adi pour lui ». L'islam politique est né durant la période coloniale, et il parle effectivement de la fabrication du terrorisme islamiste par le pôle impérial américain. Et à côté de lui, nous avons d'autres travaux, mais qui ne voient pas dans les mouvements islamistes une fabrication, mais tout simplement une suite logique des mouvements militants islamistes nés de la colonisation dans les pays arabo-musulmans. Donc, il faut donc comprendre comment est-ce que Gilles Kepel et aussi Olivier Roy, parce qu'ils ont également essayé de théoriser sur la question de l'islam et violent, l'un parle de la radicalisation, c'est-à-dire le poids de l'idéologie islamique qui porterait en lui-même les germes de la radicalisation, donc de la violence, et Roy s'oppose en parlant plutôt de l'islamisation de la radicalité, c'est-à-dire que la radicalité ici renvoie plutôt à un fait social qui peut être produit dans un contexte bien précis, mais qui ne vient profondément pas de l'islam en tant qu'idéologie. Et bon, différenciation entre la sphère également et la question de l'espace. Parce que tout au long de cette communication, nous verrons qu'il y a une très grande différence entre tout ce qui a été conceptualisé comme la sphère religieuse, sphère politique ou alors l'espace. Parce que la violence ne devient véritablement problème pour les sociétés lorsque ça quitte de la sphère à l'espace, d'où la notion du contrôle effectivement de l'espace où se trouvent les ressources sur le terrain. Alors, le djihad en lui, parce qu'il faut comprendre ce processus de fabrication de l'islam violent dans les pays africains en disant, à partir de l'histoire du monde arabo-musulman,
nous avons traversé la période purement coloniale et au sorti des indépendances avec les guerres d'indépendance, beaucoup d'États ont quand même réussi à se stabiliser jusqu'à la période de la guerre d'Afghanistan. Et la guerre d'Afghanistan, effectivement, a été considérée par tout le monde musulman comme une sorte d'attaque. Et il y a eu un appel au djihad international qui a vu non seulement les Afghans eux-mêmes prendre les armes, mais beaucoup de citoyens en dehors des Moudjahidines qui étaient afghans ont rejoint la lutte armée en Afghanistan et en Afghanistan reviennent dans les pays africains. Et à partir de ce moment, ce retour va coïncider avec le processus de démocratisation dans les pays. Les dirigeants de l'époque comme trop autoritaires et pensent donc à expérimenter la guérilla qu'ils ont eu à effectuer pendant la guerre de l'Afghanistan. Et à partir de ce moment, vous verrez que la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte va recueillir des cellules et des personnes avec des idées salafistes qui consistent effectivement à combattre au moyen des armes les États qu'ils ont trouvés très autoritaires. Et à partir donc de ce moment, nous voyons que ces brigades vont commencer à répandre l'idéologie de la lutte armée au sein des États africains. Ces idéologies vont donc évoluer avec la démocratisation et il y a eu des périodes déclencheurs et des périodes de rupture. 90, 2001, nous verrons justement beaucoup d'étudiants du monde arabo-musulman qui reviennent et qui commencent avec un ensemble de prêches sur la réforme et la démocratisation permet effectivement. Nous avons des ONG musulmans qui s'installent, nous avons les associations musulmanes qui s'installent. La liberté d'association permet effectivement la création, pas de partis politiques forcément, mais de groupes de pression des associations qui commencent à prêcher, à créer des radios. Et l'ensemble de ce prêche va effectivement redynamiser l'islam. Filakot a parlé par exemple du renouveau islamique dans les pays africains où on commence à faire des prêches de façon ouverte, de critiquer les États, d'appeler à la réforme, à la lutte contre la corruption, mais cette fois-ci sous le prisme au niveau du discours religieux qui appelle à la réforme du discours politique sous le prisme de la religion. Deuxième moment de rupture ici, ça sera à partir de 2011, 2012, avec le printemps arabe et la chute de la Libye avec Muammar Kadhafi, parce que toutes les recherches montrent effectivement aujourd'hui que toute la bande du Sahel commence à sombrer effectivement dans une violence avec la prolifération des armes après la chute de Kadhafi. Ça veut tout simplement dire qu'ici, ceux qui avaient déjà l'idéologie dans la sphère commencent à avoir l'envie d'occuper l'espace, puisqu'ils ont déjà de quoi s'opposer au pouvoir central. C'est-à-dire, dès le départ, l'opposition au pouvoir central se limitait au niveau de l'idéologie, au niveau du discours. On passe du discours à l'espace, avec les armes qui commencent donc à circuler. Les groupes djihadistes commencent à se former. L'État islamique Al-Qaïda, après les attentats du 11 septembre, commence effectivement à appeler de façon généralisée à la lutte armée contre toute idéologie occidentale, la démocratie et autres. Et cet appel va effectivement prendre corps en Afrique, pas forcément dans le but de réislamiser ou alors d'appeler à la réforme, mais tout simplement, ces groupes en Afrique trouvent là une opportunité de s'opposer au pouvoir politique central qu'on juge très corrompu. Donc, fin des contrats, des opportunités de contrôle des zones minières par des groupes armés qualifiés de djihadistes. Et vous verrez effectivement par la suite que la plupart, alors voilà recensé là quelques groupes
armés en Afrique. Ça, c'est un document du CAET que nous avons exploité. Alors, l'ensemble de ces groupes, vous verrez justement qu'ils opèrent dans les zones très stratégiques. C'est-à-dire que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique très récemment, ces groupes ont taillé des parties de territoire où on peut facilement retrouver des minerais à exploiter. Donc, le djihadisme ici prend forme d'un système de business model. Donc, nous parlons de fabrication de l'islam violent ici dans un contexte politique bien précis d'opportunité de contrôle d'espace pour dire tout simplement que ce n'est pas l'islam en lui-même qui porte les germes de la violence dans le souci de faire de tout le monde le musulman tel que ce groupe nous les présente, mais plutôt une sorte de contrôle de ce business juteux, mais au nom de la religion, parce que c'est facile de dire qu'on fait le djihad, on combat au nom de la religion, mais à l'intérieur, on se rend effectivement compte, voir par exemple l'exploitation de l'or artisanal également félicité par les groupes terroristes en RCA par exemple, et à l'est du Burkina Faso, comme ailleurs au Sahel, comme le prouve le coulement de l'or est l'objet de chaînes d'approvisionnement bien structurées qui permettent facilement de faire redescendre la production dans le sud. Donc, par exemple, entre la frontière du Burkina Faso et le Togo, on se rend compte effectivement que le Togo commence à utiliser de l'or venant du Burkina Faso et cet or-là transite effectivement par ces mouvements djihadistes qui contrôlent un certain nombre du territoire. Et ça sera le même cas quand vous essayez de voir en Centrafrique, quand vous voyez la cartographie de groupes armés qui est à l'intérieur avec des groupes djihadistes, vous verrez effectivement que l'ensemble de ces groupes se sont positionnés dans les espaces où on contrôle les richesses. Et quand j'ai changé avec Hassan, qui a pris part aux négociations, il a rencontré, par exemple, le fondateur des 3R, et qui lui dit, bon, maintenant, nous acceptons d'aller à la table de négociation. Mais après, si nous signons le contrat de paix, moi, je suis je contrôle une zone minière qui rapporte beaucoup d'argent à moi et à mon groupe. Bon, maintenant, si je délaisse au profit de la paix, qu'est-ce que je profite, qu'est-ce que je gagne bien après? Donc, la question maintenant de négociation de paix ne consiste plus seulement à appeler les gens à la pratique fondamentale de l'islam, mais à une sorte d'échange entre le gain qu'on trouve déjà en se prenant pour groupe terroriste djihadiste, ce qui nous permet de contrôler un espace. Donc, vous verrez que l'ensemble, j'ai eu des statistiques où on parle même de circulation des drogues, alors que les drogues sont interdites par l'islam. Mais comment les groupes djihadistes font circuler la drogue, alors que la drogue est interdite par l'islam? Et c'est ceux-mêmes-là qui veulent effectivement qu'on rétablisse l'État islamique ou alors la charia. Une minute exactement. Donc, voilà autant de questions qui nous permettent effectivement de revoir le paradigme et le prisme d'analyse en ce qui concerne la naissance des groupes armés dans les pays africains. Donc, je voudrais tout simplement dire aux collègues, aux chercheurs qui sont dans la salle, c'est un début, c'est-à-dire d'une autre perception sur cette question-là. Peut-être que des études beaucoup plus approfondies les prochaines années vont nous permettre effectivement de faire un rapport entre espace, entre production ou contrôle des zones minières et la question du terrorisme, du développement de groupes djihadistes dans les pays africains, parce que c'est ça qui va effectivement nous permettre d'apporter aux États ou alors à la société civile
des véritables mécanismes de solution, parce que si on continue à mettre l'accent en disant il s'agit uniquement d'un phénomène religieux sans tenir compte de ces enjeux de politique, de ces enjeux de contrôle d'espace et surtout de circulation de ces biens, nous pourrions peut-être ne pas avoir la solution qu'il faut pour le retour à la paix dans les pays africains. Donc voilà résumé la quintessence de ma communication et je vous remercie. Merci, chers collègues, de nous montrer qu'il y a comme une coïncidence suspecte entre les zones utiles et l'émergence de ces groupes armés-là. Alors, nous allons poursuivre avec is it Frédéric? Frédéric or? Ok. Nous prenons donc plutôt Ibrahim Hamza qui va nous entretenir sur Maitatsine Crisis in the Study of Religious Fanatism in Nigeria. Ok, il nous a envoyé une vidéo et peut-être qu'on l'aura pour les échanges. Good morning, everyone. My name is Dr. Ibrahim Hamza. I'm glad to join you virtually from the city of Toronto. A quick reminder, the wallpaper I put is not the city of Toronto, rather the MS Palace, Kano. The topic of my discussion today is Maitatsine Crisis and the Study of Religious Fanaticism in Nigeria. Since 1980s, religious studies or inter-religious studies in Nigeria have concentrated on the volatile relationship between either Muslims, Christians, or intra-religious crises that gave rise to often very violent confrontation between Nigerians. The crisis of Maitatsine was one of the darkest period in the history of religious crisis in Nigeria. It was for the first time the federal government of Nigeria quickly formed a committee of inquiry with the sole purpose of studying both recent and remote causes of the crisis, find out who were the perpetrators of the movement of Maitatsine, how he grew up in Kano, that is how he grew his community in Kano, to what extent did his teachings violate the mainstream Islamic teachings, and to what extent did the violent consequences of his preachings cast a very long shadow of religious disharmony and conflict in Nigerian societies. It is very interesting to notice that a lot of studies that have been carried about religious crisis in Nigeria use Maitatsine as the stepping stone or as a stepping stage to cast a lot of doubtful or often generalized discussions on religious crisis in Nigeria. Maitatsine represent to many scholars a very clear indication of intolerant, violent, uncompromising, and terroristic or fanatical interpretation of Quran or Islam among northern Nigerian Muslims. Nothing is said about who the victims of Maitatsine crisis were. How did he grow in Kano? How did he rise and become a prominent threat to both local and national security agencies? And how did we learn to study Maitatsine movement or Maitatsine crisis as part of the growing
crisis that many ignorant adherents of fanatical creed in both religions, either Muslims, Christians, or adherents of traditional religions, tend to have against other people who do not share their own views. I'm going to base this discussion on the federal government of Nigeria's Committee of Inquiry, notably known as the Metasine Crisis or Kano Disturbance Inquiry, to show how various aspects of Nigerian local and federal government inaction led to the widespread crisis that almost brought the nation to a grind, almost brought the nation to stand still. I'm going to share the discussion with a PowerPoint presentation that I have made, highlighting both scholarly writings of other historians and the committees, that is the federal government committees, findings during its sitting in Kano in 1980, and see how we will be able to understand the influence of Metasine in the study of fanaticism in Nigeria. This map indicates the position of Kano State in Nigeria. And as soon as the Metasine crisis was extinguished in Kano, it spread, that is the followers of Metasine that were not persecuted, but let go, went quickly to resettle in Borno, Adamawa, then known as Gongola State, Gombe, and Kaduna State, and create another cell or nucleus of Metasine communities that almost destroyed the peaceful coexistence of those areas. So the areas shaded yellow, the areas that became affected as a result of the spillover of Metasine followers after the dispersal from Kano. The background, we have to understand the fact that Metasine crisis did not begin in 1980. Rather, it has its origins back in 1940s. It was led by a heretic preaching of Muhammad Marwa, an illegal immigrant from the city of Marwa in the Republic of Cameroon. And we have a very well documented history of the activity of Muhammad Marwa in Kano, by the fact that every aspect of his teachings, every aspect of his representation in the city was known, except the fact that it was a crisis that ought not to have happened, had various levels of the Nigerian government acted decisively. Metasine exploited the religious harmony that was already established in northern Nigeria, dating back to the 9th century with the coming of Islam in Borno Empire, and then up to the 16th century when the Wangara merchants moved to Kano in 16th century, bringing with them both religion and scholarship to Hausaland. We need to understand his name. That is always very important to understand names of persons or movements in many parts of a Nigerian religious crisis. His nickname, Metasine, was deriving from the word Hausa Sine, which means pick up by one, or one put into religious context,
Allah Yazini means may God deprive a person of his blessings. That Metasine always use that word, Allah Tasine Mata, Allah Tasine Mata, as soon as he discovered that his views were not being shared by the people he was addressing. So, understanding basic Hausa terms is very relevant in deciphering the complex exegesis associated with Metasine. Metasine used a lot of misconstrued or misunderstood religious interpretation of the Quran. But we need to understand also that some words in Hausa can easily be misinterpreted by even contemporary historians or scholars. One of these examples is that of Boko Haram, which a lot of early scholars and commentators thought that, oh, Boko means book, but Boko doesn't mean book. In actual meaning of the words that we know in Hausa is that Boko means something that is not genuine, or if you want to say that it's something that is related to be fake. Therefore, Boko Haram means pursuit of secular education is a condemnable act, therefore forbidden. So understanding Metasine, we know that his words that he always used, may Allah condemn those who did not understand him or refuse to understand him. Allah Tasine Mata. That is the reason why a lot of people put him as one of the person who condemns, not curse, but condemns anybody who did not agree with his teaching. So early critical studies of Metasine crisis came from scholars who were either present in Kano or have established long scholarly links with the city and Northern Nigerian society. For this reason, we are very fortunate to have found that scholars such as Marvin Hisket, Paul Liebeck, Alan Crislow, John E. Labers, I.L. Bashir, and an on-site TV journalist, Nasiru Zahraddin, who covered the theater of war against Metasine, gave us almost first-hand information regarding the movement and how it came to represent crisis in understanding Muslim movements in northern Nigeria. We have to understand the personality of Metasine. The Nigerian Federal Government Committee of Inquiry that was quickly formed after the deaths of Muhammad Marwa provides important biographical and security report regarding the evolution, growth, and destruction of Metasine's empire. Despite the volume of information regarding this Metasine, Marvin Hisket said that we are reading his ideology based on circumstantial evidence. The reason why Marvin Hisket said that was due to the fact that when Hisket was in Kano, it was virtually very difficult, if not impossible, to move as foreigner into the inner city of Kano, where Metasine settled, find out whether there was actually a ditch that contains human remains on skulls or intestine, as they say, or whether there was a slaughterhouse in Metasine's area, which was true. And we have found out that these circumstantial evidence were not basically circumstantial evidence, but when scholars can find facts by themselves, and they discover that they rely heavily on either newspaper reportings or TV and radio reports, still there is that desire to find out more. Therefore, they become not satisfied by the fact that they couldn't get the material by themselves, that is the fact by themselves. So, but Alan Crislow went further to describe Metasine by going into much further study of his origin. He came with this very interesting finding that Metasine originally came from the region of Marwa in northern Cameroon,
is said to have come from the Mufu, one of the smaller groups collectively referred to as Krede, who generally live on hills. So we have seen this, a brief biography that most likely Metasine was born in 1920s, and then he himself, that is Metasine, was converted to Islam sometimes in his early years. And then he quickly embraced the teachings of Quran without necessarily understanding historical or linguistic Arabic that will make him a very genuine scholar. So Metasine came to Kano in 1945. By 1962, he had gained reputation as a man who stirred up trouble through his implementary preaching. At that time, he was Metasine was deported to Cameroon, but he quickly came back in 1966 or 1965 when the Emir of Kano at that time, Muhammad Sunusi, the grandfather of the deposed Emir also of Kano, was deposed in 1963, and then Metasine was able to come back 2 or 3 years after. But we try to understand the reason why Metasine became very popular. And one of the most interesting aspects of this study is that the Tribunal Inquiry quickly went even to interview the sitting Emir of Kano about his goal. And he said Metasine goes was not mainly to get money, but it was part of it. And then religion was used for the purpose of achieving his goals. And then you could also have political motives. That is, Metasine wanted to take over the Emir's palace and install himself as a prophet of Islam and as a king of Kano with his followers, and there shouldn't be any problem. Whoever didn't agree with him would summarily be executed. So this is official statement from the Emir of Kano. That was, but the problem we have is that a lot of conflicting views were circulated in Kano that there was involvement of foreign government, such as Libya, or it was Israeli Mossad, or it was the CIA or MI5 that made Metasine popular, gave him funding, gave him arms, and then settled him in Kano in order to destroy Kano people. But the Committee of Inquiry did not find out any of such outside powers under the guise of religion in Metasine's life. So tribunal was satisfied that no person or group of persons holding or propagating any religious spirit other than Muhammad Metasine and his assorted band of followers composed of Nigerian and nationals of neighboring African countries already named participated in the disturbances. So what do we see in his crisis is that fanaticism in followership is very important to understand. That extreme fanaticism among Muhammad Marwas or Metasine's followership could also be regarded as a distant factor in contributing to the crisis. Fanaticism does not represent mainstream religious body. It distorts religious body. Many Muslims agree with the fact that you cannot usurp the position of the Prophet Muhammad and install yourself as a prophet, or use any religious teaching of Islam and then reinstall yourself as a much higher body above Muhammad, that is the prophet of Islam, or any of his companions. Therefore, if fanatics believe in that, the prophethood of Metasine is usually seen as a very rare occurrence among members of Kano society. They don't know them. Most of the members of the Metasine, or especially the inner circles,
is composed of the illegal immigrant that settle in Kano. That is one of the reasons why that they say that they could die and go straight to paradise. This was why they held this crisis long before the December 1980s incident. So many witnesses who testified before the tribunal shows Muhammad Umar was very arrogant, self-opinionated individuals who did not have regard or respect for any other persons. And then they felt that they were the only Muslim practicing Islam as prescribed by Allah. So we have crises with a different dimension. Metasine went to Hajj in 1975, but he bribed his way to Hajj by pretending to be a Nigerian pilgrim. So he was given a 1975 pilgrim passport from Nigeria. That's how he went to Hajj. If he wanted to become a prophet, why should he go to Hajj, and whose prophet they say represent? So this is one of the aspects that we are trying to understand regarding the widespread Metasine crisis in 1980s. There were very important witnesses or people who tendered deposition during the Metasine crisis to the committee. One of them was Haji Ibrahim Dasuki, who later became the Sultan of Sokoto. He was the president, the Secretary General, Secretary General of the Jamaatul Nasr Islam. And then when he became the Sultan of Sokoto, he became the President General of the Jamaatul Nasr Islam. He found that there are a lot of crises with regard to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria in such a way that it did not even give individual Muslim the right to feel that they belong to the country, because Nigerian culture, according to Dasuki, usually is seen as just like a dancing culture, and then there was nothing that that shows Islamic teaching. So Dasuki's views was that the Constitution of the Federal Republic of Nigeria should be made to integrate Muslim beliefs and then adopt, if not possible, he didn't feel that it was not out of government control to have a federal government body that regulates religious teachings. But the Constitution didn't make sure that Nigerian government should lean towards any religion. The other person who came to the committee was Alhaji Abubakar Gumi, one of the famous Muslim scholars in Nigeria. He established a very strong anti-Sufi movement and was not in harmony with many tariqa, that is the brotherhoods in northern Nigeria. So he was asked if he belonged to any of that sects, whether Tijaniya or Qadriya. He said there were no sects, and then it was his ignorance. It was ignorance that brought differences among the two groups. This evidence apparently gladdened a lot of people, thinking that, oh, finally Gumi has agreed with the fact that there is harmony in Islam, that Qadriya and Tijaniya are all Muslim. But in his teachings, they said that he did not agree with the fact that Tijaniya and Qadriya sects represent Islamic, Orthodox Islamic teachings. The leader of Qadriya at that time, Muhammad Nasir al-Kabara, didn't like Gumi. He said that the movement that Gumi created, Izala, was also a very bad movement that does not respect other religious organizations. So Gumi
was said to have counteracted the view that he made in Kano, and then declared the Qadriya and Tijaniya as un-Islamic organizations. So he said that even if Muslims, according to Gumi, are given, that is Islamic preachers, were given licenses to preach, he says not all of them will actually make use of that license well. There could also be people who can easily come out and abuse leaders of the religious sects, or Sheikh Tijani, Sidi Abdul Qadir, or the Prophet should not be abused by preachers. We have another professor, Galadenchi, who was the Vice Chancellor of University of Sokoto, but later on became ambassador of Nigeria in Saudi Arabia, came and then argued with the idea that Metazine crisis should have been arrested or avoided with respect to understanding Al-Majri system. Al-Majri system is a system in which young boys, usually boys, taken out of their homes and being placed on under the care of another scholar who will take them far away from their homeland and then indoctrinate them to any kind of ideology apart from the Quran. And then that's what led to the establishment of Metazine movement, because Metazine had more than 2,000 Al-Majris under his care. So Sheikh Galadenji said that it is very important that we abolish the Al-Majri system. Witnesses stated, the witness stated that a permit should be issued to preachers after satisfaction that as to their competence in the case of registration of a doctor on the basis of his qualification, that a person who is not acceptable to the people in terms of preaching should not be allowed to preach. So we have a problem here in Nigeria, whereby every person, whether they agree with the mainstream teaching of Islam or Christianity, provided they are going to be listened to, can easily take onto the podium and then start preaching any kind of ideology they feel is good for them, condemning any aspect of the society. Therefore, Metazine was one of the earliest persons that exploited the idea that if you preach to people, you don't have to. Usually it's not the preaching that matters. It is the indoctrination. It is the misinformation. It is the cursing and the promise of damnation to anybody who does not agree with their view. So we have found out that both certain aspect of evangelical Christian organizations in Nigeria, and then other firebrand Muslim clerics also made use of this open preaching avenue. There is no qualification to regarding becoming a priest. There is no qualification regarding becoming a Muslim preacher. Therefore, Galadenchi wanted federal government to establish that kind of body. Unfortunately, the federal government was not interested in doing that because they feel that they shouldn't be part of the, they shouldn't contravene the Constitution of the Federal Republic of Nigeria that guarantees everyone the right or the freedom of religion. We have other scholars, such as Ismail Idris and Mahmoud Salga, and they discovered that, the Nigerian army agree with the three religions, Roman Catholic, Protestant, and Islamic religion. Each had the director in Lagos. They further said that leaders of Islamic beliefs should come and then have leaders that is imams or preachers to be supervised by outsider from Mecca or Medina. It did not go well with the committee that religious instructors should be teleguided by Saudi Arabia.
that is not going to be accepted. Mahmoud Salga was also against the use of Al-Majri system. He said that it should be stopped, and then that preaching should be restricted to mosque, and that preachers should pass an examination and obtain a certificate. These are recommendations made over 40 years ago regarding the ways that we have to contain the Al-Majri system. And the traditional practice of teaching children the Holy Quran is not very new, but it was very old. But the fact that the modern way of learning and scholarship has made Al-Majri system outmoded. So we have to look at it through the causes of this kind of disturbances since Metasine crisis. When the tribunals visited areas, they discovered that around the city, they found children whose age range between 10 to 14 were usually brought to Kano and then given to Metasine in order to learn quote-unquote Quran, but later on they became adults, and then they had no body that would have guided them, and then in the end they became very much influenced by Mimetizine's teaching and his interpretation of the Quran. So it is natural that after having stayed with Marwa for such a long time, from childhood to manhood, they will forget their parents and accord absolute loyalty to their adopted father, Muhammad Marwa. There was no doubt that Metasine found this very easy to brainwash these innocent children. That's one aspect that we have discovered in northern Nigeria during Metasine crisis. These are the pictures that of the committee with Justice Ania Agolu as the presiding officer. And then we have others as Ustaz Yunus Abdullahi, Justice Anthony Inyamezi, Ania Agolu. And then this is a picture of the place that was thought to be a slaughterhouse where Metasines killed and buried people down there. I was able to visit one of the places during the crisis. We saw the slaughterhouse. It was a room with a lot of blood and then dots that represent each person that was killed or sacrificed there. But this was a ditch where humans were thrown into. Human intestines, heads can be seen in the woods. And then we have the President of the Republic of Nigeria visiting Kano, and then these are the members of Metasines that were captured, and then they were being interviewed by the state governor as well. This is the president of the Nigerian, at that time, Alhaji Shehu Shagari, and this is the governor of Kano State, Abubakar Rimi. This was Malama Aisha Marwa, the first wife of Metasine, with her daughter testifying for the tribunal. And then the picture of the famous picture of the Metasine cove that we seen after being shown in the TV that the Metasine is in mortuary. This was the only picture that was allowed to be seen, at least printed out by the committee. And we have seen a lot of problems associated with the whereabouts of his corpse. But the committee said that his corpse was cremated, and no, they did not indicate where his ashes were spread. So we have fanatical followers in Kano. We have fanatical followers in Borno, Adamawa, Gombe, Kaduna, after the dispersal of Metasine crisis in Kano. What we're trying to understand is the fact that the Nigerian borders were very porous, and then the committee made recommendation that immigration officials should be held responsible for
the movement of illegal aliens across Nigerian borders. At the same time, they made sure that, they recommended that there should be a registered alien, that is registered foreign alien residents in Kano or in Nigeria in order to forestall further crises in Nigeria. In short, this is what happened in Kano, but the fanatics were not, there was no open court that prosecuted members of Metasine in Kano because the committee did not recommend any extra burden on the government. And the majority of the captured members of Metasine were released or deported to various parts of Africa, Cameroon, Chad, Niger. The Nigerians, they were sent back to their homeland, home states, and it did not solve the 100% solve the crisis, but at least it showed the reasons why certain crises in Nigeria ought to have been taken seriously before they would go out of hand, especially with regard to what we learned in Metasine crisis. I'm very glad to be part of this scholarly discussion on Islam, protest, and security and terrorism in Africa. Thank you very much. Have a nice day. Bonjour à tous et à toutes. Malheureusement, je ne pouvais pas faire le voyage au Cameroun, donc me voici sur cet enregistrement. Bonjour à tous et à toutes. Malheureusement, je ne pouvais pas faire le voyage au Cameroun, donc me voici sur cet enregistrement. Donc ma présentation aujourd'hui s'intitule « Salafisme et sécurisation de l'islam au Bénin et au Togo, instrumentalisation diverse d'une menace étrangère ». Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'au cours des 5-7 dernières années, la détérioration de la situation sécuritaire au Burkina Faso ont laissé craindre à une extension du djihadisme aux pays côtiers du golfe de Guinée, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo. Ces inquiétudes ont notamment été alimentées par l'assassinat d'un guide béninois et l'enlèvement de 2 touristes français dans le nord du Bénin en mai 2019. Depuis décembre 2021, le Bénin a connu 9 attaques attribuées à des groupes djihadistes dans ces zones frontalières. Tout récemment, au Togo, dans la nuit du 10 au 11 mai, un poste militaire dans le nord du pays a subi une attaque djihadiste pour la première fois de son histoire. Dans ce contexte, un nombre croissant de rapports et d'analyses ont souligné la propagation du salafisme comme explication de la radicalisation de l'islam et de la montée du djihadisme dans la région. La propagation du salafisme est souvent présentée comme un enjeu de sécurité et une menace à la cohabitation religieuse, qui interne demeure largement méconnue comparativement aux autres pays d'Afrique de l'Ouest qui ont été davantage couverts par la lutte. Dans tous les cas, je ne suis pas un spécialiste de la radicalisation du djihadisme et mes recherches se sont centrées sur le sud des 2 pays. En fait, je veux plutôt me pencher sur les conséquences de la sécuritisation de l'islam et plus particulièrement du salafisme sur les minorités musulmanes de ces 2 pays. Par sécurisation, j'entends comment des acteurs politiques et même musulmans ont présenté l'islam radical, et en l'occurrence le salafisme, comme une menace qui met en péril la cohabitation religieuse et la laïcité au Togo et au Bénin. Cette situation justifie ainsi des mesures particulières pour le contrôler et le contenir. Donc, après une brève contextualisation du paysage religieux des 2 pays, je vais traiter de la présence du salafisme au Bénin et au Togo, qui, comme on le verra, n'est pas nouvelle. On verra également l'attrait du salafisme chez les jeunes universitaires et l'émergence du post-salafisme. Ensuite, à partir de l'exemple de la crise sociopolitique de 2017-2018 au Togo, nous verrons comment l'État peut invoquer la menace du radicalisme islamique et du salafisme pour justifier la répression envers des populations musulmanes et attirer la sympathie des pays occidentaux pour limiter leur pression pour des réformes démocratiques. Toutefois, nous verrons que cette méfiance envers l'islam n'est pas nouvelle au Togo, alors que la crainte de l'intégrisme islamique dans les années 90 avait conduit le pouvoir en place à surveiller étroitement les jeunes musulmans sur le campus de l'ONU. Enfin, dans la dernière partie, je montre comment des élites musulmanes à la tête des organisations fêtières des 2 pays
cherche à utiliser la popularité des prêcheurs salafis, qui sont soit formés dans les pays arabes ou venant des pays voisins, auprès des jeunes, comme épouvantail pour discréditer la nouvelle génération, qui critique de plus en plus ouvertement le leadership exercé par leurs aînés. Très brièvement, concernant ma méthodologie, j'ai effectué 3 séjours de recherche dans le sud du Bénin et du Togo en 2019, 2021 et 2022 pour un total de plus de 6 mois. Donc, j'ai mené des entretiens auprès d'imams et de prêcheurs, ainsi que de dirigeants et de militants de la plupart des principales associations islamiques des 2 pays. J'ai aussi dépouillé les articles de journaux de la presse généraliste béninoise et togolaise, ainsi que la presse islamique des 2 pays. Les 2 pays sont caractérisés par le pluralisme religieux avec des chiffres qui sont assez similaires. Dans les 2 cas, le christianisme est la première religion. Il y a aussi une proportion importante de la population qui s'identifie aux religions traditionnelles. C'est tout particulièrement le cas au Bénin avec le Bouddha. Et dans les 2 pays, les musulmans constituent une importante minorité. Donc, dans les 2 pays, on peut dire que l'islam a connu une importante progression au XXe siècle, notamment dans le sud, qui est moins anciennement islamisé. Et dernière observation, le Bénin est davantage islamisé, avec environ 29% de musulmans, contre de 15 à 20% au Togo. Le Bénin et le Togo ont également eu des trajectoires assez similaires en ce qui a trait au rapport entre religion et politique. Dans les 2 pays, l'Église catholique a une influence qui est ancienne. Donc, depuis l'indépendance des 2 pays en 1960, les responsables de l'Église ont parfois émis des positions assez critiques envers les différents régimes en place. Dans les 2 pays également, à partir des années 90, les dénominations évangéliques et pentecôtistes se sont multipliées très rapidement dans les 2 pays. Surtout dans les zones urbaines et auprès des classes moyennes, notamment sous l'influence d'églises et de pasteurs d'origine ghanéenne ou nigériane. Et puis au Bénin, les présidences de Kérékou II et celle de Thomas Boni-Yahi ont confirmé cette montée des mouvements évangéliques et néo-pentecôtistes dans la sphère étatique. Quant aux musulmans, ils ont historiquement joué un rôle assez négligeable dans la politique nationale, bien que des musulmans aient parfois occupé des postes de ministres sous les différents régimes depuis l'indépendance. Cependant, l'islam et les musulmans ont occupé une place plus importante dans l'actualité nationale des dernières années. Donc, au Togo, par exemple, les leaders musulmans ont joué un rôle important dans le mouvement d'opposition à l'origine des importantes manifestations antigouvernementales qui ont éclaté en 2017-2018. Je vais y revenir dans quelques minutes. Au Bénin, en 2017, face à la colère et l'importante mobilisation de la communauté musulmane, l'État a dû revenir sur sa décision d'interdire l'occupation de la voie publique pour les manifestations religieuses. Plus récemment, en 2019, l'imam d'une des 2 principales mosquées de Cotonou a été élu à l'Assemblée nationale. Comme je l'ai évoqué précédemment, plusieurs médias et analystes donnent souvent l'impression trompeuse que la propagation du salafisme est un phénomène récent dans la région côtière, notamment favorisé par les ONG islamiques et saoudiennes. Bien que le champ islamique au Bénin et au Togo demeure largement dominé par la Tidjaniya et dans une moindre mesure la Qadiriya, le salafisme ou le wahhabisme, quel que soit le nom qu'on lui donne, est présent au Bénin et au Togo depuis des décennies. Le rejet des pratiques soufis, telles que la célébration de l'anniversaire du prophète ou encore la vénération des saints n'est pas nouveau. Donc, par exemple, au début des années 70, les responsables de l'Union musulmane du Togo avaient activement combattu l'implantation de la Tidjaniya Niassène à Sokodé et avaient même appelé le président Eyadema à lutter contre cette secte selon leurs termes de l'époque. Dans les 2 pays, à l'instar d'autres pays de la sous-région, le retour d'étudiants formés dans des universités arabes, surtout à partir des années 80, ont favorisé l'essor d'autres tendances réformistes de l'islam, dont le salafisme. Puis cette élite a souvent été impliquée dans des conflits de succession au poste d'imam et les mosquées ont été parfois fermées même par les autorités en raison des disputes. On peut aussi noter qu'à partir du tournant des années 90, un nombre croissant d'ONG islamiques ont commencé à opérer plus activement au Togo et au Bénin avec la libéralisation politique et sociale. C'est notamment le cas de la WAMI, la World Assembly of Muslim Youth, et Al-Muntada, souvent associés au salafisme ou au wahhabisme. Et enfin, on peut aussi noter la popularité des prêcheurs Hausa provenant du Niger et du Nigeria. Donc, par exemple, il y a un mouvement Izala très important à Malanville, au nord-est du pays, au nord-est du Bénin,
à la frontière avec le Niger et à proximité avec celle du Nigeria. Dans le cadre de mon projet de recherche actuel sur l'histoire des associations confessionnelles étudiantes dans les universités publiques du Bénin et du Togo, j'ai notamment pu observer l'attrait que constitue le salafisme auprès des étudiants universitaires. Fait la recherche d'un savoir religieux directement à partir des textes, sans intermédiaire, et le fait de remplacer les coutumes islamiques et autres superstitions avec des comportements religieux plus authentiques et plus rationnels peuvent rejoindre effectivement ces étudiants. Puis le rationalisme salafi, son discours émancipateur, peuvent être en effet attrayants pour des jeunes universitaires voulant rompre avec les structures sociales et religieuses traditionnelles. Comme Thurston l'a observé pour le Mali et ailleurs au Sahel, j'aime beaucoup son idée de post-salafisme et de salafisation douce, qui s'applique également au Bénin et au Togo. En fait, depuis une ou deux générations, les identités salafis et wahhabis sont devenues moins marquées et distinctes. Donc, les contours du salafisme sont de plus en plus ambigus, fluides et diffus. Également, certaines grandes figures et leaders salafis sont devenus plus pragmatiques et enclins à faire des compromis avec les soufis. En fait, les leaders musulmans de différentes tendances ont intérêt à s'allier s'ils veulent que les musulmans puissent s'affirmer comme une minorité religieuse influente, pouvant faire valoir leurs revendications sur la scène nationale. Mais cela ne signifie cependant pas que l'influence salafi a diminué au Togo et au Bénin. En fait, davantage de personnes sont aujourd'hui influencées par le salafisme, mais à un degré qui est peut-être moindre qu'autrefois. Donc, c'est ce que Thurston appelle la salafisation douce. Donc, de nombreux musulmans ne se considèrent pas nécessairement comme des salafis, mais ils adaptent des éléments de leur pratique religieuse qui peuvent s'apparenter au courant salafi. Je voudrais maintenant aborder la question de la sécurisation de l'islam et du salafisme par l'État, qui est particulièrement évidente au Togo. Donc, je disais qu'en introduction, ceci n'était pas un phénomène nouveau. En fait, au campus à Lomé, dans les années 90, une association étudiante dénommée Jeunesse estudiantine islamique de l'Université du Bénin, c'était l'ancien nom de l'Université de Lomé, suscitait un engouement sans précédent. Et puis, très méfiantes, les autorités politiques et universitaires avaient nommé un parrain pour les étudiants, Inoussa Bouraïma, professeur et ministre de la Défense de l'époque. En fait, au dire d'un responsable étudiant de l'époque, loin d'être symbolique, ce parrainage avait force de présidence sur l'association en raison de la méfiance que suscitait l'intégrisme islamique, surtout avec les actions du Front islamique du Salut en Algérie, qui étaient passablement couvertes dans les médias de l'époque. Et suivant le 11 septembre 2001, les autorités togolaises s'étaient aussi méfiées davantage des structures à caractère islamique et la mosquée qui se trouve sur le campus de l'université avait même été fermée. L'association étudiante avait alors fait l'objet d'enquêtes. La mosquée fut éventuellement réouverte, mais une nouvelle crise de confiance émergea avec des actions de Boko Haram dans la sous-région. J'ai mentionné tout à l'heure que les musulmans Togo avaient joué un rôle important lors des imposantes manifestations contre le régime en place en 2017-2018. J'ai traité de cet épisode dans un article paru l'année dernière dans le Journal of Modern African Studies. Donc, en résumé, Tibki Achadam, la figure montante de l'opposition qui souhaitait notamment la réintroduction de la limitation du nombre de mandats présidentiels afin que le président Faure Gnassingbé ne puisse se représenter aux élections de 2020, avait réussi à se construire une forte base populaire au centre et au nord du pays et était très populaire parmi les musulmans du Togo. Donc, le pouvoir fut vraiment pris de court par l'ampleur des rassemblements populaires à Lomé et à l'intérieur du pays. Donc, peinant à casser la mobilisation, le pouvoir s'est mis rapidement à présenter le PNP, le parti d'Achadam, comme un mouvement ethnico-religieux d'inspiration salafi et islamiste, voire même djihadiste, financé par des réseaux opaques du Golfe. Donc, 2 imams présentés comme salafis avaient même été arrêtés pour incitation présumée à la violence en octobre 2017, avant d'être finalement relâchés. Donc, en fait, par ces accusations, le régime chercha non seulement à dissuader les Togolais de se rallier au mouvement populaire pour l'alternance, mais aussi et surtout, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, de justifier l'adoption de mesures de répression accrues. Et par le fait même, le pouvoir a cherché à s'attirer la sympathie et la clémence des pays occidentaux, et notamment de la France, pour limiter leur pression pour des réformes démocratiques.
L'entrevue que le président togolais accorda à Jeune Afrique en décembre 2017 fut particulièrement éloquente de cette stratégie. Je n'ai malheureusement pas le temps de revenir sur ces conclusions de cette histoire, de cet épisode. C'est que s'il est difficile d'évaluer le succès réel de cette stratégie d'extraversion mise en place par le régime Gnassingbé, il n'en demeure pas moins que le président actuel est toujours bien en selle. Il s'est facilement fait réélire en 2020 et l'opposition est actuellement en déroute. Et le régime a essuyé des critiques, somme toute, très modestes de la part des pays occidentaux. La menace que constitue le salafisme n'est pas seulement employée par l'État, mais aussi par des leaders musulmans eux-mêmes. C'est notamment le cas de certains dirigeants des organisations fêtières islamiques des deux pays, qui font part de leur inquiétude face à la popularité du salafisme auprès des jeunes. En fait, l'Union musulmane du Togo et l'Union islamique du Bénin ont été historiquement très près de l'État, donc elles ont pratiquement toujours affiché un soutien indéfectible au pouvoir en place. Et les postes de direction de ces deux organisations ont généralement été monopolisés par certains individus très âgés. Donc, ce qui a pour résultat que ces deux organisations ne bénéficient pas d'une grande légitimité auprès de la plupart des musulmans. Un nombre croissant de musulmans, dont des jeunes, jugent que l'Union musulmane ou l'Union islamique ne représente pas adéquatement la communauté et dénoncent son soutien plus ou moins tacite envers le régime en place. Le cas de l'Union islamique du Bénin est très éloquent à cet égard. En mars 2019, alors que j'étais à Cotonou, il y a un schisme qui s'est produit à l'Union islamique. En l'espace de 2 jours, 2 congrès concurrents furent organisés, l'un à Cotonou, l'autre à Porto Novo, par des groupes se revendiquant la direction de l'UIB. Le bicéphalisme à l'UIB ne dura cependant pas longtemps. Le président béninois lui-même organisa une séance de réconciliation hautement médiatisée avec les protagonistes de la crise. Sans entrer dans les détails de cet épisode, ce qui est intéressant, c'est le discours tenu par plusieurs responsables de longue date de l'UIB. En effet, certains ont souligné non seulement que les jeunes formés dans les pays arabes n'avaient pas la connaissance du contexte béninois, une société laïque et multiconfessionnelle dans laquelle les musulmans sont minoritaires, mais ils seraient aussi plus prompts à la manipulation des prêcheurs salafis, radicaux et sectaires provenant du Nigeria et du Niger, qui représentent une menace pour la cohabitation religieuse du pays. Donc, ce fut en ce sens qu'un responsable de l'UIB m'avait fait part de son inquiétude face à la popularité du salafisme auprès des jeunes qui souhaitent moderniser l'UIB. Donc, je le cite, « C'est qu'il y a des gens qui sont dans les coins, cachés, qui manipulent ces jeunes-là pour pouvoir arracher l'UIB dans la main des anciens, qui essaient de maintenir l'équilibre entre les différentes tendances de l'islam. Alors que ces salafistes, s'ils prennent l'UIB, ils vont imposer des choses qui seront difficiles à gérer. C'est des gens qui sont trop violents, les jeunes sont manipulés. » De manière assez similaire au Togo en 2016, les responsables de l'Union musulmane du Togo, inquiètes de la progression du salafisme auprès des jeunes, avaient lancé une campagne nationale de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Le titre éloquent utilisé par le portail d'information de la République du Togo pour un article sur cette initiative, ni wahhabite ni salafiste, mais togolais, contribuait à renforcer cette dichotomie entre un islam togolais soi-disant pacifique et le salafisme radical, étranger et même violent. Un article en Togo Presse soulignait notamment qu'une forme d'islam voit ainsi le jour avec des codes vestimentaires et de nouveaux interdits. Elle séduit les jeunes, mais inquiète l'UMT, adepte d'un islam de tolérance. Donc, la campagne d'information qu'elle va lancer a pour but de recadrer certains musulmans tentés par le wahhabisme ou le salafisme. Donc, je vais donc m'arrêter ici puisque cela fait déjà un peu plus de 15 minutes. Donc, ce fut un survol très rapide, mais je pourrai avec plaisir revenir sur certains aspects lors de la période de questions. Merci. Bien. Nous allons continuer avec la phase des échanges. Une première série de 3 questions. Je vous demanderai d'être concis, d'indiquer
auquel des deux intervenants votre question s'adresse. Et puis, nous allons prendre derrière une autre série de 3 questions. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Alors, bon, on commence là et puis on va. Oui. Bonjour à tous. Cheikh Amadou, Université de Marois. Je m'adresse au docteur Fouapon. Au regard de la situation qu'il a présentée, alors qu'est-ce qui est islamique dans tout ce dans ce qui se fait dans ce circuit ou par ces acteurs de la criminalité? Donc, juste ça. Merci. Merci. Bonjour, Abdia Sarouna, Université de Marois. Alors, ma question, c'est aussi au docteur Fouapon, le professeur Fouapon. Vous avez dit qu'il y a peu de religieux dans ce que les groupes armés font. Alors, je me demande comment comprendre les succès des discours religieux auprès des différentes populations, par exemple. Merci. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Je m'appelle Kelma, je suis de l'Université des Antilles en Guadeloupe. Et ma question s'adresse au professeur Pavon parce que vous avez indiqué dans votre communication que les 3 R, qui est une rébellion centrafricaine, fait partie des djihadistes. Je ne sais pas quelles sont les catégories, quelles sont les définitions ou quel type de catégorie que vous avez utilisé pour intégrer ces groupes rebelles dans votre catégorie des djihadistes. Bien. Non, nous avons la première série de 3 questions. Nous lui laissons le temps de répondre. D'accord, merci. Ok, la première question du docteur Chéou, qu'est-ce qui est islamique dans tout ce qui se passe? C'est-à-dire, j'essaie effectivement de montrer comment on habille un discours islamique de façade, mais au fond, ce qui est mis en application dans les actions. Et il faudra effectivement comprendre que depuis l'époque du prophète Mohammed, tout au long de l'histoire de l'islam, il y a effectivement à l'intérieur de l'islam des groupuscules qu'on a qualifiés de Khawarij, c'est-à-dire des gens qui se rebellent contre l'autorité. Et Khawarij, une fois, quelqu'un est venu voir le prophète Mohammed, l'un de son entourage, et qui lui faisait une doléance. Alors, il a accusé le prophète d'avoir mal distribué l'aumône. Alors, les autres compagnons, les Abu Bakr, les Omar, mais disent alors, si Dieu qualifie le prophète dans le Coran de quelqu'un de plus juste d'entre nous, ils disent à ce monsieur, mais qui peut être plus juste que le prophète? Alors le prophète a dit, il faut laisser ce monsieur, il a les germes de la rébellion et viendra de sa descendance les Khawarij, c'est-à-dire les gens qui vont constamment se rebeller contre l'autorité. Donc vous allez voir tout au long effectivement de l'histoire de l'islam, vous allez voir les califes qui ont été assassinés. Le calife Omar a été assassiné, le calife Othman également a été assassiné. Donc, il y a toujours à l'intérieur de la communauté musulmane des personnes. Aujourd'hui, ils prennent parfois d'autres appellations, on les appelle parfois les takfiristes,
Mais il y a ce germe-là qui ont un discours religieux très violent. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est au-delà de ce groupuscule, il y a effectivement un business qui s'est développé autour de la question de rébellion. C'est-à-dire, chacun, effectivement, se prend pour groupe djihadiste, mais au fond, a des objectifs qui ne sont plus rien d'autre que des objectifs religieux. Mais malheureusement, pour peut-être directement répondre à la question de notre collègue qui vient des Antilles, aujourd'hui, j'ai souvent, vous connaissez, dans les deux régions du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, où il y a des groupes armés qui excellent dans l'extrémisme violent. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants et collègues, je dis, si cette partie du Cameroun était musulmane, on n'allait plus vous dire qu'il s'agit d'une revendication politique. Le simple fait qu'il soit appelé Haruna, Hassan, et qui seront en train d'effectuer la prière, on aurait dit que ce sont des groupes djihadistes. C'est du djihad qu'ils sont. Parce que le musulman marche avec sa culture. Les takbirats que vous voyez les gens faire Allahu Akbar, c'est-à-dire c'est de façon culturelle. Quand le musulman est en joie, il fait ces takbirats. Donc, vous verrez effectivement que dans le cas de la Centrafrique, nous avons des groupes armés qui n'ont rien à voir. Mais la cartographie, au départ, on se retrouvait dans un conflit où on a mis en opposition les musulmans et les chrétiens. C'est-à-dire, c'est de ces deux grands groupes, les Séléka, les Anti-Balaka, que découle un ensemble des autres groupuscules. Mais le simple fait qu'ils soient d'obédience musulman, on dit, bon, ceux-là, quand on le voit prier, chaque musulman qui prend les armes est djihadiste. C'est-à-dire, c'est du... Donc, djihad ici prend un peu la forme de lutte armée. Et quelle qu'en soit la cause de la lutte armée, on qualifie de djihad. Pourtant, au fond, le djihad, parce que dans l'article que j'ai publié sur Boko Haram, je crois la préface a été faite par Marc-Antoine, où je parlais effectivement du défi du Cameroun de préserver l'identité islamique et la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est là le danger. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre. Parce que finalement, on nous a dit menace salafiste, menace djihadiste. Donc finalement, les musulmans se sont trouvés dans certains pays très frustrés, se sont trouvés très stigmatisés, marginalisés, parce que finalement, il suffisait de porter un peu de barbe comme moi, ou alors on te voit faire la prière régulièrement, on dit, bon voilà vraiment un futur djihadiste. Et ça a créé d'autres situations, d'autres frustrations pour les États. Donc, je suis d'accord avec vous. Chaque groupe armé qui porte les armes, même s'il est musulman et proclame être de l'islam, il faut plutôt voir, est-ce que dans ces pratiques, et dans mon article, j'ai démontré dans le cas de Boko Haram, ceux qui sont en train de faire le djihad, ceux qu'on peut qualifier selon les prescriptions de l'islam, de djihadistes, c'était l'armée camerounaise. C'est eux qui font le djihad. Parce que le djihad, tel que ça a été pensé par le prophète, c'est-à-dire il faut un chef militaire. Parce que quand vous prenez l'histoire de l'islam, le prophète n'a jamais fait le djihad quand il était à la Mecque. Pourtant, il a fait 13 ans à la Mecque. Il était persécuté par l'aristocratie mécoise. Il a dû quitter la Mecque pour Médine. C'est à Médine où on lui donne le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir d'organiser la cité de Médine, qu'il se fait attaquer par les Mécois et que les compagnons commencent à se plaindre auprès du prophète. Mais ô messager de Dieu, à la Mecque, nous avions reçu la révélation pendant 13 ans. On nous a persécutés, on nous a chassés de nos demeures. Voilà les mêmes personnes qui sont en train de redescendre pour attaquer Médine. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le verset de la sourate Al-Hajj, le verset 39, est descendu en disant « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. »
parce que vraiment, ils sont lésés et Allah essaie d'être capable de les secourir. Nous voyons que c'est quand le prophète devient chef d'État à Médine, il signe un contrat social avec des non-musulmans de Médine, avec les juifs de Médine, qu'on leur donne l'autorisation de se défendre contre ceux qui les a attaqués. Donc, pour se défendre, il faut être en position d'un chef d'État, il faut avoir une armée, il faut avoir un territoire. Donc, en dehors de ça, il y a des principes de la guerre dans le djihad. Vous ne devez pas vous attaquer aux personnes faibles, vous ne devez pas vous attaquer aux personnes âgées, vous ne devez pas vous attaquer aux enfants et aux femmes. Donc, un ensemble de prescriptions qui peut effectivement nous permettre en tant que scientifiques de dire, selon l'islam, voilà un groupe qu'on peut qualifier de djihad. Pourquoi l'Union africaine aujourd'hui demande de plus en plus qu'on les qualifie tout simplement de groupes terroristes. Je crois que j'ai répondu. Maintenant, le succès religieux, très rapidement, pour dire que le circuit, c'est-à-dire il y a ceux qui montent l'idéologie, qui montent le discours. Le succès, c'est effectivement, le discours n'est pas centré sur la foi, c'est centré sur l'injustice. C'est-à-dire, pour le cas du Burkina Faso, quand nous avons échangé avec les ONG, la plupart qui sont enrôlés dans ce groupe sont des anciens qui sont considérés comme les esclaves dans la société. Et le discours, c'est de dire, non, Dieu ne l'a pas fait de vous des esclaves. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui font de vous des esclaves dont vous devez vous venger. On leur récite dans les versets coraniques, et là, ils ont concentré entre leurs mains vos richesses, alors que la richesse appartient à Dieu. Donc, on fait toujours la jonction entre le discours religieux et les frustrations sociales et politiques. Et le jeune se retrouve effectivement dans une situation où il a l'impression que le discours religieux parle de la réalité et se trouve effectivement enrôlé dans l'extrémisme violent. Merci. Bon, il me semble qu'on peut se permettre une dernière série de 3 questions. Oui, là. Merci. Je m'appelle Koumondoa, étudiant à l'université de Marois. Ma question va, je ne sais pas si je peux poser aux deux. D'accord. Bon, la première question va au professeur Ousmane, qui vient de m'ouvrir l'esprit sur une autre version de l'histoire du Cameroun, c'est-à-dire en parlant d'Ousmane Dan Fodio et du djihad, qui avait pour but plutôt de purifier, de restaurer l'islam, parce que dans les écrits d'Angèle Benvin et de Labourte Tolra, parlant de l'émigration bantou, Betty particulièrement, on dit plutôt qu'il fuyait la menace de l'islamisation. Alors, je ne sais pas si vous pourriez m'aider ou alors nous aider à avoir des sources qui en parlent pour qu'on puisse peut-être corriger un peu, et parce que là, avec ce que vous avez dit, on comprend mieux. Bon, la question maintenant vient sur l'État. L'État, selon Dan Fodio, si j'ai bien compris, c'est que l'État s'inspire du modèle traditionnel, culturel, et puis même de la religion. Et maintenant, il trouve en face une forme d'État et de gouvernance occidentale. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est plutôt un refus légitime que les musulmans opposent à la civilisation dite démocrate ou alors du monde libre? Ça, c'est pour le professeur Ousmane. Bon, pour le prof Foipon, j'aimerais savoir si ce n'est pas cette caractérisation qui fait problème, c'est-à-dire la caractérisation occidentale du monde et de la culture musulmane qui fait problème de manière à ce que tout le temps, les musulmans font une sorte, ça provoque une sorte de crise identitaire. C'est-à-dire une certaine riposte parce que vous ne voulez pas reconnaître notre culture, alors on va vous montrer, et puis ça fait un choc de civilisation qui malheureusement, comme nous sommes à l'Éric, on dit que quand la diplomatie n'a pas marché, on y va avec les armes. Merci. Ça, donc, qui est légitime pour catégoriser, si j'ai bien compris la question. Oui.
Merci. Bonjour à tous. Je suis Onésime Guerra, étudiant lyrique de nationalité béninoise. Ma question s'adresse à Frédéric Mador. Je peux poser? Is it possible? A question to Mador. Frédéric. Non, non, il n'est pas disponible. On ne peut pas l'avoir. C'est plutôt Hamza qui peut répondre aux questions en ligne. I can hear you. Can you hear me? But the question is to Mador and not to Hamza. Okay. Merci. On va laisser les deux répondre à ces deux questions. Merci beaucoup. L'islamisation du Cameroun, surtout la partie sud, en rapport avec la question de l'État, elle n'est pas posée au niveau local, c'est-à-dire étatique, administration territoriale. Elle est posée au niveau de la religion. C'est l'Adamawa qui a, avec le l'amido de l'Adama de Grandéré, qui a prolongé l'islamisation jusqu'à Bertois et dans la zone forestière. Et ça, jusqu'en 1810, c'était l'islamisation non forcée. L'islam dans la période, dans la zone forestière, est un islam porté par des commerçants. C'est eux qui donnaient l'impression que le négoce était conditionné par la religion. Qu'on on embrassait l'islam, on avait accès à la richesse. C'est la dimension matérielle, comment on appelle ça? Manifestation extérieure de la richesse des musulmans, des commerçants musulmans qui donnaient aux hommes de la forêt que c'est leur religion qui leur donnait accès à la richesse. Et la dimension du pèlerinage qui fait que c'est la première fois que les gens sortent du Cameroun, sortent de la forêt, font qu'à leur retour, le prestige en par effet domino, l'islamisation de la population. Il n'y a pas eu effet du djihad comme ce fut le cas dans la partie extrême nord jusqu'à Bagno. Pour la zone forestière, zone du sud, il y a la force là-dedans. C'est l'islamisation passive. Ce qui contredit dans les écrits d'Engelbert, dans la logique où nos écoles primaires jusqu'au secondaire ont dit que la propagation de l'islam, djihad égale propagation de l'islam. Le moyen de propagation de l'islam, le djihad. Donc c'était une fausse information que aujourd'hui beaucoup avant moi ont dû corriger cette forme d'enseignement dans nos livres primaires et secondaires. État traditionnel et État moderne. Je ne peux pas dire qu'il y a un État qui peut être de la dimension traditionnelle et qui décide de la dimension moderne. À partir d'où on est moderne, à partir d'où on est traditionnel. Donc le débat sur la tradition-modernité revient dans le cadre de l'analyse de l'État. Ce qu'on retient, c'est qu'au fond, que ce soit sous Danfodio ou sous l'État de Médine, il y a les vocables qui changent. On parle sous l'État de Médine, on a utilisé la charia, on a utilisé la différenciation des gens du livre Al-Kitab que le prophète a pris en charge, ce qui n'est pas une prise en charge dans les autres types d'États. Dans Fodio, on a fait référence, mais les Boko Haram ne font pas. Dans la logique de l'État islamique, l'État de Médine n'était pas islamique, alors pourquoi le vocable islamique change? On n'a pas dit État islamique de Médine, on a dit État de Médine. Pourtant, le prophète était chef d'État et chef de religion. Or, quand on vient à la période contemporaine, le vocable islamique change parce qu'il y a la dimension conspiration derrière, la dimension mondialisation derrière. Et ça, c'est pour opposer la dimension archaïque dans la logique du salafisme qui est dans plutôt le retour au conservationnisme, au maintien de l'ancien pendant que le monde a évolué, qui fait qu'il y a contradiction. Et la fibre religieuse fait que si on touche à la religion, c'est là où on aura plus de répondants. Et la religion devient maintenant sorte de matériau qui occupe le vide laissé par la chute de l'IRSS. Et tout l'islam, tous les musulmans, on a fait beaucoup d'efforts pour ne pas dire que musulman égale terroriste ou islam égale terroriste, avec George Bush qui a fait les prêches dans les mosquées pour demander aux Américains d'arrêter ça.
et que tout barbu égale, comme l'autre disait, tout barbu égale terroriste. La barbe des Juifs est plus longue que la barbe des musulmans quand même. Merci beaucoup. Bien, merci. Oui, au niveau de monsieur Ondoa, je crois qu'il y a effectivement eu ce problème. J'évite parfois de stigmatiser l'Occident dans leur approche. C'est normal parce que aujourd'hui, la science évolue, les choses évoluent. Et vous voyez de plus en plus les équipes de recherche qui incluent à la fois les chercheurs venus de l'Occident et les chercheurs africains. Donc, c'est à nous d'apporter une approche endogénéité des concepts, parce que nous n'avons pas eu, nous maîtrisions mieux parfois l'anthropologie évolutive de nos sociétés. Et hier, pour la petite exemple, j'étais dans une émission où on me dit non, vous savez, le président n'a pas parlé de l'islam ou de quoi parce que nous sommes dans un État laïque. Je dis non, non, arrêtez-moi ça. Il ne faut pas tout le temps nous rappeler que nous sommes dans un État laïque. Je préfère encore que vous parlez d'un État plurireligieux, parce que la laïcité, c'est un concept qui nous vient d'ailleurs et qui est issu d'une culture, d'une histoire. Nous n'avons pas la même, le Cameroun n'a pas la même histoire avec, par exemple, la France, où à partir de la Révolution française, et le contact avec le catholicisme, on dit, bon, maintenant, on quitte de ça, de la telle révolution, de la royauté à la République et tout. Nous avons eu une autre histoire qui nous permet d'avoir les États assis sur un ensemble de communautés et qui pourraient ne pas avoir la même conception de l'État, de la vie, de la société, du politique, de l'économie, que ceux qui n'ont pas eu la même histoire que nous autres. Donc, à ce niveau, il se trouve effectivement qu'il y ait de temps en temps de chocs, de perception, de conception sur la nature de nos sociétés, la nature de nos rapports individuels avec la religion, la nature du rapport entre nos États et le religieux. Je vais finir par là en disant, il faut, tout au long de l'histoire, il y a eu cet amalgame que les historiens, beaucoup des historiens ont fait. Il y a une différence entre l'islamisation d'un peuple et la conquête musulmane d'une contrée. Parce que l'islam, on ne peut pas imposer l'islam à un individu, c'est impossible. Vous ne pouvez pas m'apporter l'arme, me forcer de faire 5 prières par jour. Vous ne pouvez pas mettre l'arme, m'obliger à faire le ramadan, à aller au hajj. On n'impose pas la foi. Donc l'islamisation est un processus d'appel à l'islam où on accepte de façon libre. Maintenant, la conquête musulmane est beaucoup plus politique. Je parlais de l'espace. Il y a la conquête musulmane, donc tout ce qui a consisté de djihad depuis le 8e siècle, c'était la conquête. C'est-à-dire les musulmans ont conquis un certain nombre de territoires et l'environnement sociopolitique mondial et international était géré de cette façon, depuis l'Égypte antique jusqu'à la Grèce, la Rome. C'est-à-dire que les empires, puisque l'islam s'est constitué comme un empire politique et qui faisait des conquêtes. Donc, il y a la notion de conquête et de la gestion du territoire, contrôle de richesse, et il y a un processus d'islamisation. Ces deux phénomènes différents tout au long de l'histoire. Bien, merci à tout le monde. Nous avons commencé à 9h50. Nous étions censés finir à 11h20. Il est, je crois, 11h15. Donc, nous avons gagné 5 minutes. Désolé pour les soucis techniques. Le but n'était pas de tout dire sur la question, mais je pense que l'essentiel a été dit. Et donc, merci à vous pour votre aimable attention et merci aux intervenants pour leur brillante présentation.